Bienvenue sur Change and Chill, le podcast où l'on parle de changement simplement. Je suis Olivier My et avec mes invités, nous explorons comment le changement peut être une force positive dans nos vies. Des histoires inspirantes avec une touche de légèreté. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Nidal Dagrir. Salut Nidal. Salut Olivier. Ça va bien ? Ça va et toi ? Bah moi ça va, t'étais un peu stressé tu me disais ? Oui. Le micro, ça fait un peu peur hein ? Exactement, c'est la première fois que je suis devant un micro, donc ça fait un petit quelque chose quand même. On entend sa voix. Oui, et puis mais je suis en face de toi, donc je suis plutôt habitué à être en face de toi, donc pour le coup je suis à l'aise. Et justement tu me disais, parce que quand je te présente, je dis ton nom et ton prénom, mais tu me disais que ça se disait pas Dagrir, c'était la manière française de le dire. Oui. Et du coup, ça se dit comment en vrai ? Bah, en fait, c'est mon prénom et mon nom, c'est des noms, disons, moi je viens de la Tunisie, donc c'est en arabe. Et donc, mon nom qui est Nidal, c'est Nidal. Ah, en plus, rien que ça aussi, voilà, c'est okay. ça. Et puis, mon nom de famille, qui est Dagrir en français, c'est Dagrir. Et donc, il y a le ra qui n'existe pas normalement dans la langue française. Donc, voilà. Bah c'est vrai que ces consonances, on les a pas forcément dans certaines langues. Oui. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que j'avais, échangé avec des gens sur ça. Il y a certaines langues qui s'avèrent être plus avantageuses parce qu'elles ont plus de consonances ou de sonorités qui font qu'elles s'adaptent un peu plus justement à d'autres langues quand elles les apprennent. Et je crois que justement, l'arabe, c'est ça ? Oui. A pas mal de consonances différentes. Oui. Ce qui vous permet d'une certaine manière de vous adapter plus rapidement. Oui, en termes de prononciation, c'est assez riche et il y a pas mal de lettres donc où on joue avec soit au niveau de la gorge, de la langue et on a typiquement le ra, par exemple, qui existe en espagnol. Nous, on a une facilité à le prononcer parce qu'on l'a aussi dans la langue arabe. Et après, on a d'autres lettres qui n'existent pas en français ou parfois, par exemple, le H, par exemple, en français, il est muet. En arabe, c'est plutôt le he, qui est un truc, ce qu'on prononce, quoi. Mais du coup, il est pas muet, alors ? Il est pas muet, exactement. Ouais. Donc, ce qui se rapproche un peu. Mais voilà, c'est toute la beauté aussi de cette différence de langue et tout. Et c'est vrai que ça nous permet un peu, alors, je vais pas dire nous les Tunisiens ou ceux qui viennent du monde arabe et qui parlent arabe, mais quand même, on a une certaine appétence pour plus faciliter la prononciation. Je vais pas dire l'accent parce que l'accent, c'est encore différent. Ouais, tout à fait. Même si j'ai passé maintenant pas mal de temps en Europe, en France et maintenant en Suisse à parler français, j'ai pas forcément l'accent français ou maintenant l'accent suisse et je cherche pas à l'avoir parce que c'est autre chose et c'est pas le but, c'est juste de bien s'exprimer et de bien comprendre. Voilà. Non mais génial. Et c'est vrai que t'as pas d'accent particulier, quoi. Si, tu vois, si on n'était pas en face de toi, là je te vois, mais si j'étais pas en face de toi, bah j'aurais pas pu savoir que t'étais en Tunisie ou que t'étais en Suisse. Après c'est peut-être ma sonorité à moi qui fait que je reconnais pas, mais tu vois, ça me choque pas plus que ça. Mais justement, c'est ça qui va être intéressant, c'est que tu parles donc de Tunisie, tu parles de France, tu parles de Suisse, et c'est un petit peu tout ce trajet-là qu'on va discuter ensemble. Okay. Mais avant ça, une petite question rituelle maintenant que j'ai. C'est autour du changement, parce que comme tu le sais, ce podcast tourne autour de ces histoires de changement qu'on peut avoir dans notre vie. Mm-hmm. Et la question que j'ai pour toi, c'est si le changement était un chemin pour toi, à quoi il ressemblerait ? Ok. Donc, juste pour s'assurer que j'ai bien compris la question, c'était un chemin dans le sens où si je le visualise comme exactement. Un chemin là, quand je t'ai dit, tiens, le changement, c'est un chemin, c'est quoi l'image qui est venue dans ta tête ? C'est quoi le paysage, par exemple, qui s'est affiché ? Qu'est-ce que ça te montrait ? Alors, moi, tu vas rigoler, mais quand tu m'as dit changement, donc j'ai pensé paysage. Et quand j'ai pensé paysage, j'ai pensé, en fait, le désert, parce que j'ai vécu beaucoup dans le sud de la Tunisie, et la verdure de l'Europe. Ouais. Et maintenant aussi avec les montagnes et tout, parce qu'on n'a pas de montagnes, forcément, des grandes montagnes en Tunisie. Et c'est ça, en fait, qui est venu en moi. C'est ce décalage, c'est ce gap, ce contraste entre les deux paysages. Et c'est ça qui est venu en tête. C'est ça qui est venu en tête. Ouais. Après, est-ce qu'il y a quelque chose qui relie les deux ? Ou est-ce que c'est surtout ce contraste que tu as vu qui était représentatif du changement ? Il n'y a pas quelque chose qui relie les deux. Ce n'est que moi qui est passé d'un paysage à un autre. Bah, génial.
Encore une fois, c'est des questions qui me viennent à l'esprit, donc Bah voilà. Pas de préparation. C'est ça le changement. C'est aussi ça le comme changement. ça que je visualise comme changement. Bah, génial. Est-ce que par tout hasard, on pourrait en savoir un peu plus sur toi? Qui es-tu? Parce que du coup, on se connaît, mais peut-être que les personnes qui écouteront cet épisode ne te connaissent pas. Alors, donc moi, c'est Nidal. Aujourd'hui, je suis coach agile, Scrum Master, agent du changement, parce que j'interviens chez mes clients pour accompagner du changement et parfois pour provoquer ce changement. Je suis mari et papa aussi, ça me définit aussi et j'aime bien le présenter. Mari d'une femme formidable qui s'appelle Hiba et que l'on salue. Que je salue. Et donc en arabe, c'est Hiba, et ça veut dire cadeau. Et ma fille Salma qui a 20 mois maintenant et que j'apprends beaucoup à côté des deux. Et voilà, j'habite aujourd'hui en Suisse. Je travaille en Suisse depuis 2022, août 2022. Je suis aussi, et ça c'est ma casquette à côté de la partie professionnelle et personnelle, je suis président d'une association qui s'appelle Agile Suisse, dont je suis membre depuis 2022, avant même d'arriver en Suisse. Et c'est une communauté formidable qui m'a permis de rentrer dans ce pays, de comprendre un peu quelques codes et de m'épanouir aujourd'hui dans tout ce que je fais. Bah, génial. De grands pouvoirs, de grandes responsabilités. Oui, effectivement. Il y a une certaine responsabilité quand on est dans une communauté comme ça et quand on a un rôle, disons, formel dans cette communauté. Parce qu'avant, quand j'ai intégré Agile Suisse, j'étais juste membre qui travaillait dans une initiative typiquement l'Agile Tour, l'organisation des Agile Tours en Suisse. Bah super. Et du coup, d'où est-ce que tu viens? Donc tu disais que tu étais tunisien, mais du coup tunisien de Tunisie? Alors, oui, je suis né en Tunisie. Je suis né dans une ville dans l'ouest du pays qui s'appelle Kasserine, sur les frontières avec l'Algérie. Mes parents, ils sont pas de cette ville-là. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que mon père, c'est un ancien officier militaire. Ma mère est institutrice, mais puisque mon père, il était dans l'armée, on passait 2 ans, 3 ans par ville et on bougeait parce qu'il est muté dans d'autres... En Tunisie? En Tunisie. Et donc, j'ai un frère et une sœur qui sont pas nés dans les mêmes villes où moi je suis né. Mon frère, il est né dans la ville d'origine où mon père est né aussi, qui s'appelle Sousse, c'est sur la côte. Ma sœur, c'était dans le sud-est et moi dans l'ouest du pays. Et on a bougé. En fait, depuis ma naissance, moi j'ai vécu dans peut-être 4-5 villes différentes parce qu'on suivait notre papa. Et donc, voilà, j'ai fait 4-5 écoles différentes pendant les années primaires. Rien que la primaire, je pense que j'étais sur 3 écoles différentes. C'est intéressant parce qu'on se dit souvent qu'on veut avoir une stabilité pour les enfants, ne serait-ce que le lieu dans lequel tu vis pour trouver des bases solides, pour pouvoir te construire. Et du coup, toi, dès l'enfance, déjà, tu bougeais partout. Et l'école, je pense que c'est d'autant plus important parce que tu rencontres des gens. Et moi qui n'ai pas tant déménagé que ça, juste quand j'ai dû changer d'école, je crois quand je suis passé du collège au lycée, je me rappelle, tu dois déjà tout reconstruire. Bah, c'est ça en fait. Mais moi, je faisais ça toutes les 2-3 ans. Donc, j'étais toujours le nouveau. Surtout aussi, les mutations, ça arrive pas forcément avant la rentrée scolaire. Donc, parfois, je commençais 2-3 semaines et puis je pars dans une nouvelle ville, nouvelle école, une nouvelle classe. Et donc, c'est pour ça que je dis je suis toujours le nouveau. Donc, il faut s'intégrer. Et c'est assez compliqué pour un enfant à cet âge-là, surtout qu'on n'est pas forcément éduqué pour le faire. Même si on dit que c'est très facile pour les enfants, mais pas tant que ça. Parce que trouver un groupe pour s'intégrer, surtout il y a ce besoin-là quand on est gamin de s'intégrer, d'être associé à un groupe, de pas se sentir marginalisé. Donc c'était quelque chose que je faisais tout le temps, c'est un schéma qui se répétait. Et en plus de ça, il fallait réussir à l'école, parce que c'était aussi des exigences culturelles dans notre famille et tout. Et donc voilà, je me rappelle très bien que voilà, tu rentres dans la classe, on te présente. En face de tout le monde, là? En face de tout le monde. Ça sera la nouvelle personne, le nouveau élève qui vient dans la classe et tout le monde te regarde. Et toi, tu regardes tout le monde et puis tu passes les premières semaines, en tout cas moi personnellement, à observer, à comprendre. Alors, je ne vais pas aller dire que j'étais en mode analyse, mais en tout cas, j'observe et j'essaie de voir quelles sont les personnes avec lesquelles je
peux commencer à me rapprocher, généralement et naturellement, c'est la personne à côté de toi. Oui, souvent, ouais, c'est vrai. Et puis, petit à petit, tu commences à créer ton cercle social. Mais c'est pas le truc, avec du recul, c'était pas le truc le plus simple à faire. La stabilité, j'ai pas, même si mes parents, je suis reconnaissant, ils essayaient toujours de créer une bulle pour qu'on soit le plus stable possible pour réussir nos études. Mais c'était quand même difficile psychologiquement. Par contre, avec du recul et avec beaucoup de recul et plusieurs années plus tard, ça a quand même créé en moi une facilité à s'intégrer socialement dans des groupes, à trouver comment je peux au moins comprendre les dynamiques d'une groupe et essayer de s'intégrer si ça a vraiment quelque chose que je veux faire et que je souhaite faire. Donc c'est vraiment quelque chose que maintenant tu réalises avec le recul, ou beaucoup de recul, hein, comme tu le disais. Mais à l'époque, quand tu le faisais, c'était pas forcément un truc conscient. Non. C'est toi, ta personnalité qui faisait que tu étais pas celui qui, par exemple, allait faire plus de bruit pour être vu et puis que les gens viennent te voir. Tu es plutôt en retrait, de ce que je comprends. Tu commences à discuter avec les gens un peu à côté de toi. Tu sondes et puis après, tu trouves ton chemin. Oui, j'étais toujours discret. Alors, je ne sais pas, est-ce que l'observation, elle vient aussi... Moi, je suis le tout petit de la famille. T'es le dernier ? Je suis le dernier. Il y a mon frère qui est le plus aîné, et puis ma sœur, et il y a 2 ans de différence entre chacun de nous. Ouais. Moi, j'étais le petit qui observait aussi ce que faisaient mon frère et ma sœur, pour ne pas reprendre les bêtises qu'ils faisaient. Ah. Et de ne pas avoir la punition. Donc, j'étais aussi l'enfant le moins puni, j'étais le plus peut-être tranquille aussi. Mais est-ce que c'était pas vu, pas pris ? Ou est-ce que c'était je veux éviter de faire les mêmes conneries, entre guillemets, de mes frères et sœurs ? En fait, les deux. Il y avait un mix. Il y avait un mix. Pour être honnête, il y avait un mix. C'est-à-dire que j'essaie de pas reproduire les bêtises ou quand je reproduisais les bêtises, de pas être pris. Oui. En flagrant délit. Merci le grand frère et la grande sœur. Voilà. J'espère que mes parents, ils n'écouteront pas cet épisode de podcast. Je doute fort, mais ils vont l'écouter, mais bon. Tant pis. C'est comme ça, dans tous les cas. C'est du passé. Voilà, c'est du passé. Maintenant, tu étais assagi, c'est ça? Exactement. Et donc voilà, j'avais, je sais pas si c'était l'intelligence ou pas, mais voilà, c'était par peur ou par intelligence ou par autre chose, j'avais cette capacité à observer pour comprendre une situation et tirer des leçons et peut-être voir à quoi ça peut me servir, moi. Ouais, je comprends. Ouais. Bon, dites comme ça, c'est très élaboré, mais c'était pas aussi élaboré que ça. Hein. Ouais, de toute façon, quand tu es jeune comme ça, tu avances dans la vie comme tu peux. Et effectivement, c'est intéressant d'avoir cette posture que tu avais, qui est celle que tu as finalement aujourd'hui, mais avec une manière plus assumée, plus contrôlée, plus maîtrisée. Et du coup, ces changements-là, en Tunisie, c'était de quel âge à quel âge ? Alors, depuis ma naissance, jusqu'à, je dirais, je me rapproche du bac. Ok, donc tu as quand même toute la période scolaire quand tu es enfant et étudiant ado que tu fais en Tunisie, c'est ça ? C'est ça. Et toi, tu savais ce que tu voulais faire dans la vie ? Non, du tout. C'est-à-dire que si là, tu devais discuter avec ton toi de l'époque, est-ce que... Non, parce que typiquement, moi j'ai fait des études d'ingénieur en génie logiciel pour être développeur. Quand je suis né et là où l'environnement où j'ai vécu dans les années, fin des années 80, début des années 90, pour pas dire 90. Ouais. Les ordinateurs et tout en Tunisie, j'avais pas, enfin, c'est quelque chose que je connaissais pas. Internet, je l'ai connu en peut-être 98, un truc comme ça. Et puis mon premier PC, je l'ai eu, c'est ça, en 98, un truc comme ça, 98, 97. Donc, pas du tout. Il y a du chemin quand même qu'on a parcouru. Et aujourd'hui, être agent du changement, faire du consulting chez des clients, c'est un métier que j'ai jamais connu quand j'étais petit. Et pour être honnête, mon père, il était dans l'armée. Ma mère, elle était institutrice, donc maîtresse d'école. Et dans le schéma en Tunisie, c'était soit tu es médecin, avocat, pilote d'avion. Il y a pilote d'avion aussi ? Oui. C'est marrant parce que les deux premiers, c'est assez proche des familles asiatiques. Ah. Tu sais, il y a le côté, t'es médecin, ingénieur, avocat, ou tu fais très bien du piano. Il y a aussi ça derrière. Ok, très bien. Okay. D'ailleurs, c'est une info que j'ai su aujourd'hui, le truc du piano.
Ouais. Et que l'on gardera en parenthèse. Ok, ouais. Mais en tout cas, le côté pilote d'avion, il y a un truc très spécifique. Alors, le pilote d'avion, parce que on a une compagnie aérienne nationale qui s'appelle Tunisia. Ouais. Et donc, je pense que c'est juste l'aura des pilotes, parce que c'est en plus, en tout cas à ce moment-là, on est une famille modeste, prendre l'avion et tout, c'était pas quelque chose qui était accessible. Ouais. Et donc, ça donne cette aura. Et en plus, le parcours pour être avion pilote en ligne, tu passes quand même par un cursus militaire à ce moment-là. Ah. Et donc, pour être pilote d'avion en ligne, tu fais l'académie militaire. Donc ça, c'est 2 ans. Et après, tu fais une spécialité en aviation militaire. Donc tu tu es un pilote de chasse, quoi. Et puis, tu peux, par la suite, une fois que tu as fait quelques années de l'armée, tu peux sortir et devenir pilote d'avion en ligne. Donc les pilotes, d'accord. Ils partaient pas d'une école civile, en fait. Et donc, c'était assez élite. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que ça rend le truc limite inaccessible et donc on veut l'avoir. Ouais, je comprends. Et toi, t'as pas voulu aller dans cette direction-là? Et moi, faire un passage dans l'armée, non, pas du tout. Ah, c'est l'armée qui t'a arrêté? Oui, parce que je baignais dedans. Et donc, c'était pas quelque chose que je voulais faire. C'était un truc que j'essayais au maximum de pas le faire. J'étais prêt à faire d'autres choses moins intéressantes pour moi et plutôt pas faire ça, tu vois. Oui, je comprends. Et surtout, il fallait aussi être très bon parce que pour être pilote de chasse, il fallait être parmi les premiers à l'académie militaire pour aller dans cette direction. Donc, il fallait vraiment... C'est élite, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, ça me faisait peur. Rien que faire le passage dans l'armée et puis aussi bosser comme un dingo pour y arriver, ça m'attirait pas. Donc, école d'ingénieur. Et du coup, voilà. Une petite appétence pour tout ce qui est IT, nouvelles technologies qui est commencé. J'étais attiré par ça. Et donc, un peu de développement logiciel, surtout en terminale, on travaillait sur l'algorithmie et puis développement avec des langages simples de programmation. Et puis, j'ai fait un choix de faire une école d'ingénieur qui s'appelle l'INSAT en Tunisie. Donc, pourquoi j'ai choisi cette école ? Parce qu'il y avait ma sœur déjà dans cette école-là. Okay. Donc, je connaissais. Il y avait pas mal de gens de la ville où on habitait à ce moment-là qui partaient dans cette école. Au moment où je suis allé, il fallait pas être parmi les meilleurs, mais il fallait juste avoir une bonne moyenne au bac pour y aller. Entre 14 et 15, ça va. Tu peux aller sans problème. Tu fais une année de tronc commun, maths, physique, les trucs fondamentaux. Mm-hmm. Et puis, tu choisis dans quelle branche tu veux aller. Il y avait télécom, il y avait génie logiciel, il y avait d'autres branches. Et moi, alors, juste pour te dire que je faisais mes choix par élimination et pas par envie. Ouais, je comprends. Par défaut, alors, du coup. Exactement. Pendant plusieurs années, je fonctionnais comme ça. J'étais nul en électronique pendant cette première année. Et en plus, il y avait un prof il me donnait pas envie. Et dans les autres branches, sauf génie logiciel, il y avait de l'électronique. Donc moi, j'étais no way que j'y vais dans les autres branches et je vais choisir génie logiciel. J'avais pas d'appétence forcément pour le développement logiciel. Mais tu sais que tu avais quelque chose que tu voulais pas dans les autres. Exactement. Exactement. C'était ça et c'était un choix limite par défaut et je suis allé dans cette branche-là. Donc ça, de ce que tu me dis, c'est Tunisie. C'est Tunisie. Tu passes combien d'années ? On est en 2004 jusqu'à 2009. Ok. C'est ça, 5 ans de C'est ça, exactement. Ouais. Et l'INSAT, à ce moment-là, elle avait une spécificité, c'est que tu fais 5 ans d'études et après, tu fais 4 à 6 mois de projet de fin d'études. Donc, tes études, ils se terminent après 5 ans et demi. Ok, d'accord, c'est en plus. En plus. Donc, moi, mon diplôme... dans mon école, c'était pas en plus, ça faisait partie de la dernière année. Voilà. Quoi. Ouais. Et maintenant, ils ont repris ce schéma-là. Donc, les étudiants, maintenant, ils font que 5 ans, ils font pas 5 ans et demi. Okay. Alors, ça avait ses avantages et ses inconvénients. L'inconvénient, je commence par ça, c'est que tu fais plus. Ouais. Donc, tu sors... plus tard, quoi. Plus tard. Par contre, l'avantage, c'est qu'on était les seuls étudiants qui étaient diplômés au moment où on sortait. Donc, en termes de marché de travail, c'était beaucoup plus facile de trouver un travail. Ah oui, d'accord. Parce qu'on était les seuls disponibles. Les autres, ils étaient toujours à faire leurs études de 5e année. Ah oui, c'est ça. Tu vois, ils avaient encore 6 mois pour aller. Et donc, les entreprises qui étaient là, c'était plus facile
Ils avaient, je sais pas, une 50aine de personnes, 60 personnes. Et on était la seule école en Tunisie qui faisait ça, hein, donc d'ingénieurs, parce que toutes les autres écoles, c'était 5 ans. Ouais. Et donc, nous, on avait plus de facilité à trouver des jobs. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à un jour aller en France? Parce que de ce que je comprends, tu es allé en France après. Oui, l'amour. Ah, c'est l'amour qui t'a amené là-bas. Oui. En fait, en Tunisie, donc après avoir terminé l'école, j'ai fait un petit passage au Canada. Ok. Donc j'ai fait mon projet de fin d'études au Canada. Donc 6 mois alors, c'est ça? 6 mois. Donc c'était entre août 2009 et janvier-février 2010. J'étais diplômé en mars 2010 du coup. Et puis j'ai commencé à travailler en Tunisie. J'ai travaillé pendant 5 ans en Tunisie. Et pendant ces 5 ans-là, j'ai fait connaissance avec ma future femme à ce moment-là, donc avec Iba. Et on a fait connaissance en 2012. C'est marrant parce que ça marchait pas très bien entre nous, donc on n'était plus ensemble. Et on a repris notre relation en 2013. Et en 2013, elle vient de finir ses études. Moi, je travaille en Tunisie. Et elle a eu une opportunité de partir en France. Au début pour son projet de fin d'études à Toulon, et puis à Paris. Donc 2014, elle était déjà à Paris. Mm-hmm. Elle hésitait à y aller, parce que justement, ça se passait bien entre nous. Et moi, je lui dis, tu vas pas conditionner ta carrière, ton futur, avec une relation qui, on sait jamais, ça peut durer comme ça peut pas durer. Ouais. Parce que, voilà, c'est la vie. Donc je lui dis, vas-y, on va tester, on va voir comment ça va se passer, puis on verra. Donc du coup, toi, tu étais prêt à la suivre? À ce moment-là, non. Ah, à ce moment-là, non, ok. À ce moment-là, je résistais de sortir en Tunisie, j'étais bien. J'étais à la fois autonome, j'ai pris mon indépendance de mes parents, mais je continuais à être proche d'eux parce que ça me tenait à cœur d'être très proche d'eux. Et puis j'avais mon cercle social, j'étais bien au boulot. Et un peu de stabilité par rapport à cette enfance qui était très mouvementée. Oui. Exactement. Donc je lui dis, vas-y, et on verra par la suite. Et au pire, tu peux revenir. Et peut-être moi, je peux aller. Mais à ce moment-là, c'était pas le truc, je préférais pas cette option-là. Mmh. Et 2014, c'était quand même compliqué, la relation à distance. Ouais. Très compliqué. La communication, elle est vraiment très dure. C'est vrai qu'on avait les réseaux sociaux, donc on avait aussi Messenger et ainsi de suite. La grande époque. Ouais, c'est ça. Mais c'était quand même... c'est pas pareil, quoi. C'est très difficile. Et donc, je ne sais pas comment, je me suis dit, allez, on va se donner une chance à cette relation et je vais aller en France. Et donc, je trouve un moyen de, à la fois, pas être en CDI en France, mais être en mission en France à travers une boîte qui a une filiale en Tunisie et ils travaillaient aussi, enfin, ils étaient en France. C'était une boîte française, mais qui avait une filiale en Tunisie. C'est une manière de mettre le pied sur le territoire sans être complètement détaché de là Exactement. Où tu étais. Ouais. Et donc, même vis-à-vis de mes parents, c'était je vais aller en mission pendant 1 an, peut-être 2 ans, et peut-être je vais revenir, tu vois. Ouais. Je ne vais pas aller m'installer en France. Et donc en 2015, le 11 janvier 2015, je débarque en France. Pourquoi je garde cette date? Parce que j'ai perdu mes papiers le jour même, je les ai oubliés dans le taxi. Donc c'est accès manqué, tu sais. Voilà, c'est ça. Mais je perds pas mon passeport et j'avais aussi de l'argent de poche. Enfin, l'argent de poche, c'était mes économies pour démarrer, que j'ai pas perdu. J'ai perdu les papiers, disons, mon permis de conduire, ma carte d'identité nationale tunisienne, des choses comme ça. Ma carte bancaire tunisienne, et voilà. Et je débarque en France pour justement donner une chance à cette relation. Et c'était pas pour une expérience professionnelle, c'était pas pour parce que je voulais aller en France, c'était vraiment pour donner une chance à cette relation. Et tant mieux, parce que quelques années plus tard, on est là maintenant. Et du coup, cette arrivée en France, c'est-à-dire que là, le fameux janvier 2025, donc tu arrives en France, acte manqué ou pas, t'as un petit peu tout ce qui est tunisien qui est resté en Tunisie, de ce que j'entends, et puis il y a juste ce qui te permet de démarrer qui arrive en France. Oui. Comment est-ce que tu appréhendes une culture différente? Comment est-ce que tu appréhendes cette arrivée-là? Alors, je vais pas dire que c'était très difficile, mais c'était compliqué. Dans le sens où
même si on est un pays francophone, la Tunisie, c'est-à-dire qu'on parle français, on est pas mal influencé par la France, vu l'historique et puis le système éducatif et ainsi de suite, et qu'on regardait les chaînes françaises aussi et tout, donc on connaissait un peu la culture. Mais c'est toujours, en fait, une période où tu n'as pas les codes. Tu as toujours cette posture d'imposteur, de l'étranger qui arrive. Voilà, c'est ça. Et tu te demandes, est-ce que tu es légitime? Est-ce que tu vas arriver à être à l'aise dans ce pays? Est-ce que tu vas réussir à t'intégrer avec tout ton bagage qui est complètement différent du bagage des gens avec qui tu travailles ou Et c'est compliqué et ça se reflète en fait, même, je me rappelle très bien, c'était même la relation avec ma femme est devenue compliquée. Et donc il y avait au début plus de tension que ce qu'on avait quand on était en 2014, à distance. À distance, ouais. Parce que je pense que j'étais dans un moment où j'ai tout lâché en Tunisie, j'arrive dans ce pays et je redécouvre les difficultés de s'intégrer que j'avais quand j'étais finalement enfant. Dépassé quand tu as commencé à travailler, que tu as recréé un cercle social, tu as retrouvé une stabilité finalement. Ouais, d'accord. Et là, je reprends à zéro. Et les schémas de quand j'étais petit me reviennent avec toutes les difficultés de est-ce que je vais réussir à trouver un cadre social? Est-ce que je vais m'intégrer? Est-ce que je vais m'intégrer sans forcément changer? Ou devoir changer qui tu es. Ouais, voilà, de pas rester moi-même. C'était ça aussi, la crainte. Et est-ce que les gens, ils vont m'accepter? Est-ce que je vais faire mes preuves en termes aussi de performance dans le travail? J'arrive dans un cadre nouveau. J'ai pas fait de consulting avant, donc j'arrive aussi en tant que consultant, donc c'est une posture différente. Quand tu arrives avec un job ou sans job? Alors, quand j'arrive en mission, j'arrive sans... Alors, j'ai un job parce que je reste avec un contrat tunisien. D'accord. Mais j'arrive pour faire des entretiens avec mon entreprise, du coup. Ouais. Entretiens chez des clients. Donc, j'ai pas encore de mission, mais je vais faire des entretiens chez différents clients pour trouver une mission. Ok, d'accord. Donc là, en fait, tu disais que tu avais toujours un pied en Tunisie au sens où tu es employé par une société tunisienne qui t'envoie en France pour des missions. Oui. Mais du coup, tu n'avais pas la mission quand tu es arrivé. Non. Ok. Et donc, voilà, c'était une période où aussi il fallait aussi comprendre rien que la partie administrative, comment ça marche, comment trouver un logement. J'ai commencé en sous-location au début, puis comment trouver un appartement. Pour trouver un appartement, il faut avoir des fiches de paie. Moi, j'avais pas des fiches de paie parce que mes fiches de paie sont tunisiens. Donc, toutes les galères administratives que tu dois comprendre, que tu dois accepter aussi. C'est difficile d'accepter que ta situation, elle est différente et que la réalité n'accepte pas ou n'intègre pas ta réalité à toi. C'est intéressant parce que c'est vraiment ce que l'on voit, nous, au quotidien en entreprise, parce que tu arrives quelque part où il y a des choses qui fonctionnent comme ça. Et en fait, le fonctionnement comme ça, c'est un process standard qui part du principe que, on va dire, le contexte est similaire pour plein de gens. Et toi, tu arrives avec un profil différent et c'est là que tu te rends compte de tous les trous qu'il peut y avoir dans le process ou à quel point il n'est pas adapté pour des personnes qui viennent d'ailleurs. Parce qu'au final, je dis que c'est difficile, compliqué, quand même je suis dans une situation quand même financière assez confortable, donc pour trouver un logement ou pour pouvoir payer un logement et tout, c'était possible niveau chiffres. Mais voilà, cette réalité, ce contexte, c'est comme ça que ça se fait et donc toi, tu ne rentres pas dedans. D'ailleurs, c'est à quel endroit? Parce qu'on disait France, mais du coup, c'est dans quelle ville? Paris. T'arrives à Paris direct? Oui, je suis arrivé à Paris. J'ai commencé ma première sous-location, c'était au 17e, plus près côté 18e, tu vois. Et c'était à travers d'une connaissance qui a sous-loué son appartement pour moi. Donc voilà, j'arrive dans ce cadre-là avec tout mon bagage, avec une situation assez différente de ce que d'autres avaient et il fallait comprendre, accepter cette différence et puis s'adapter. Et justement, quand tu parlais donc, de ne pas connaître les codes et que maintenant il faut que tu t'y adaptes, est-ce que tu te souviens des codes que tu n'avais pas et que tu as dû apprendre sur le terrain et que tu pourrais nous partager? Alors, rien qu'en entreprise déjà. Ouais.
Déjà, je me rappelle très bien dans les entretiens. En fait, dans mes entraînements pour les entretiens, on avait ce mot qu'on disait pour les consultants, il avait la bonne tête. Il a la bonne tête. Alors pour qui? Pour le consultant? Pour le consultant. Ok, pour le consultant. Et c'est un truc abstrait pour moi. C'est quoi la bonne tête? On parle de ma tête ou Et en fait, c'est vraiment dans le jargon de se dire, en fait, il se présente bien, il parle bien, il est cohérent, il s'habille bien, voilà. Il y a des codes vraiment à comprendre. Et ça, moi, je ne l'avais pas avant. Je ne l'avais pas avant. Parce qu'en Tunisie, c'est vraiment différent. C'est différent. Alors, vestimentairement, non, mais sur la façon de se présenter et tout, c'était différent. Ouais. Alors, je dis ça, mais je parle de 2015. Ouais. Les choses, peut-être qu'ils ont changé, je me suis éloigné, je ne connais pas maintenant comment ça se passe. En tout cas, à l'époque, c'est ce que toi, tu as appris. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose que je découvre. La vie, d'une manière générale, parisienne, tu vois, même si en Tunisie, on sortait, on faisait la fête et tout, c'était quand même un rythme assez différent. Ouais, donc socialement parlant, il a fallu reconstruire un cercle. Oui. Et en fait, à cette époque-là, je ne savais pas, est-ce que je devais changer? Quelles sont les choses que je devrais changer pour m'intégrer et quelles sont les choses que, en fait, je ne veux pas changer. Et c'est comme ça et que c'est le groupe auquel je vais m'intégrer ou les personnes avec qui ils devraient accepter. Et ça, c'est des questions vraiment que je me posais et que la réponse, elle n'était pas évidente. Donc, il fallait tester parfois. Il fallait partir dans des chemins que, au final, tu te dis c'était une connerie. Et dans d'autres où tu dis, ok, j'ai fait le bon choix. Et c'est là où, comme j'ai dit, ça a affecté un peu ma relation aussi en 2015. Il y avait des tensions parce que j'étais dans ces moments où... faut tester des trucs. Tu testes, tu es frustré parfois, voilà. Et tu ramènes tout à la maison. Mais voilà, c'était ça aussi mes débuts en France. Donc cette période-là de mission et tout, elle n'a pas duré beaucoup. Elle a duré 13 mois exactement. Ouais. Parce que j'étais en mission et c'est peut-être tout le malaise que j'avais qui était aussi associé à cette mission où j'étais pas bien. J'étais pas bien du tout. J'étais dans une mission où je me sentais mal compris, où j'arrivais pas à trouver la bonne posture, où aussi j'étais face à un manager, une personne où on partageait pas les mêmes valeurs pour pas porter de jugement. Ouais. Et ça se passait très mal. Et en plus de ça, donc, je vois que aussi la société de service par laquelle je passe, en privilégiant le business sur le consultant, il donnait plus raison au manager qu'à moi. Et peut-être ça, je peux dire, ok, peut-être moi, j'étais pas performant comme il voulait ou comme il pensait, mais surtout, ce qui m'a beaucoup frustré, c'est juste de ne pas essayer de comprendre. Ouais. De ne pas aller chercher un peu plus loin derrière par quoi je passais, c'est quoi ma vie. D'avoir la conversation sur les différents angles sur une même histoire. Voilà. Ouais. Et ça m'a marqué. Et d'ailleurs, c'est un truc qui est devenu essentiel dans mes choix d'entreprise par la suite, mais surtout que moi aussi j'incarnais quand je recrutais. Et quand on y arrivera, quand j'étais manager, quand je suis devenu manager pour des équipes, quand j'accompagnais des équipes, voilà. C'est quelque chose qui était la base de tout ce que c'est. Devant toi, il y a un humain. Un humain, c'est pas juste ce qu'il dit ou ce qu'il fait sur le moment. C'est aussi tout un bagage, toute une vie, et que il faut avoir du courage pour faire l'effort et aller chercher et comprendre ce bagage et il y a que les courageux qui peuvent faire ça. Oui, je comprends. Parce que ça demande beaucoup d'efforts. On n'est pas forcément obligé de le faire, mais quand tu le fais, tu vois la différence derrière. Bah, surtout dans un monde qui veut toujours aller plus vite, on prend beaucoup de raccourcis, alors que parfois il suffit de prendre le temps, justement, pour savoir ce qui se cache derrière le titre, la casquette, le masque qu'on met en entreprise. Il y a une vie derrière et tout un contexte. Oui. Donc fin 2015, je commence déjà à dire, ok, je vais aller de l'avant de ma relation amoureuse, donc je veux avancer. Et donc je commence à chercher plutôt un CDI en France. Donc c'est bon, l'idée,
le déclic, c'était la mauvaise expérience que je subissais en 2015 dans ma mission. C'est vrai que tu aurais pu décider, bon, ok, je repars. Oui, mais c'est pour ça que je dis c'est l'amour. C'est l'amour qui t'a fait rester. Qui m'a fait rester. Et je commence à dire, ok, je reste et je cherche, là, voilà, et je cherche une autre entreprise. Et je me fais contacter fin 2015, décembre, début janvier, une entreprise qui s'appelle Mindset Consulting. Pour le coup, je vais le nommer parce que j'ai parcouru un long chemin avec eux, qui me contactent pour faire des entretiens pour un poste de chef de projet. Et je fais les entretiens, il se passe rien derrière. Je suis pas contacté. Donc, je continue moi mes recherches entre-temps. Et après, ils me recontactent après quelques semaines pour me dire c'est bon, on va signer un contrat. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, puisque j'étais en mission, donc j'avais pas un CDI, j'avais pas une carte de séjour de quelqu'un qui a un CDI. Ouais. J'avais une carte de séjour de quelqu'un qui venait en mission. Et donc, il fallait me faire une procédure d'intégration, donc comme si je venais de la Tunisie. Donc, c'est une procédure aussi assez longue et tout. Donc, moi, dès le début, dans les entretiens, j'étais transparent en leur disant, voilà, si vous voulez travailler avec moi, on va travailler ensemble, il faut faire ça. Et ils étaient OK. Et dès les entretiens, je vois quand même une différence d'approche dans le recrutement. Je vais pas dire à ce moment-là qu'ils étaient des experts de recrutement. Pas du tout. Et d'ailleurs, ils reconnaîtront ça. Ils étaient une petite boîte, ils étaient 15 personnes, donc c'était pas les deux fondateurs. Mais leur approche, elle était très humaine. Et il y avait l'aspect compétence, donc le savoir-faire, mais il arrivait aussi à creuser le savoir-être. Et c'est ce que j'ai apprécié. J'ai aussi apprécié qu'ils étaient justes dans leurs propositions financières, contrats et ainsi de suite. Parce qu'ils auraient pu tomber aussi dans la facilité, dans le truc où on ramène quelqu'un de la Tunisie, et ça se faisait à ce moment-là, et donc on va lui donner un salaire inférieur à ce qu'il y a dans le marché. Se fait habituellement, oui. Voilà. Parce que, ils étaient très justes là-dessus. Et j'ai beaucoup apprécié ça. Et donc, je commence à travailler avec eux en fin avril, début mai 2016. Et c'est là où je commence vraiment à vraiment me projeter, à vivre en France. Et je suis sorti aussi de ce contexte très toxique, dont tu évoquais, ouais. Dans la mission. Et je ne vais pas dire que avec Mindset, ça a bien fonctionné dès le départ. Ça n'a pas fonctionné bien dès le départ. Mais du coup, c'est un petit refrain, non? Toi, les relations, ça a du mal au début, non? C'est ouais. Ça. c'est un petit refrain, c'est un petit pattern, mais je pense que c'est aussi il y a un nouveau changement pour moi. Maintenant, c'est plus la stabilité et tout, mais surtout, j'arrive dans un nouveau cadre de travail, dans une entreprise, donc des nouvelles personnes, il faut reprendre les choses à zéro. Voilà, c'est ça. Ouais. Et en plus, tu sors d'une mission où c'était difficile. Donc, tu arrives un petit peu avec une dimension protectionniste, si je puis dire. 1, protectionniste. 2, il y a la peur d'échouer. En fait, il y a la peur. C'est ça. Voilà, ça recommence. Et donc, si ça recommence, c'est peut-être moi. Oui, je comprends. Et je peux te dire que sur mes premières missions, parce que j'avais des petites missions à gauche à droite avec cette boîte, puisqu'on est sur une petite boîte, donc on avait plusieurs clients, on changeait un peu. Ça se passait pas bien, en fait, pendant ma période d'essai. Donc, ils auraient pu se séparer de moi très facilement, mais ils me donnent ma chance. Et le fait qu'ils m'ont donné une seconde chance, parce que je reconnais que j'étais pas bon. Ça m'a donné confiance en moi, ça m'a responsabilisé, et je me suis dit, à partir de là, je vais tout faire pour réussir. Et donc, j'ai fait ce que j'aime faire ou je sais faire, c'est observer. C'est rester discret, observer, bosser, mais surtout observer et comprendre. Et ça m'a permis, donc 2016, ça se passe un peu moyen, disons, entre pas bon et un peu bon. Entre pas bon et un peu bon. Et je pense que la métamorphose, ça se passe en 2017. Donc 1 an quand même. Ouais. On va dire tu tapes un peu contre les murs. Oui. Et puis après, tu trouves ton chemin. Exactement. Je me cherchais, je pense, tout 2016, début 2017, je me cherchais. Et s'il y a eu un changement, c'est vraiment parce qu'il y a des personnes qui m'ont fait confiance. Pas parce que je suis bon,
m'ont pas fait confiance parce que je suis bon. Je pense qu'ils m'ont fait confiance. Je ne sais pas s'ils ont vu la sincérité, ils ont vu le potentiel, je ne sais pas. Je n'ai jamais posé la question pourquoi, mais j'ai senti la confiance. Et quand je parle des personnes, alors pas forcément des 2 cofondateurs de la boîte, Andrea et Stéphane, pas seulement, parce que eux, ils ont renouvelé quand même, ils m'ont donné une seconde chance, mais surtout avec des gens avec qui j'ai travaillé dans la boîte. Ouais. Et ça, c'est une sorte de reconnaissance que oui, on compte sur toi et on sait que tu vas bien faire, ça m'a donné beaucoup de force. Et c'est en 2017 où je me suis dit, c'est là où je vais faire de l'impact, c'est comme ça que je vais faire de l'impact. Et voilà, c'est là où j'ai commencé à vraiment prendre en main et être plus responsable de mon futur. Et qu'est-ce qui, du coup, a concrètement changé entre justement cette phase d'avant, où tu te cherchais un petit peu, et cette phase d'après, où tu t'es senti soutenu, reconnu, et tu t'es dit, bon, maintenant, go. Je pense, j'ai senti que le regard des gens envers moi, ces personnes-là, c'est que on t'accepte comme tu es. Mm-hmm. C'est à toi maintenant de nous montrer qui tu es. Et du coup, qui étais-tu à ce moment-là? Et à ce moment-là, en fait, j'étais quelqu'un qui était en retrait pendant 2016 parce que j'essayais de comprendre et tout. En retrait, je prenais pas des initiatives et surtout, je ne prenais pas mes responsabilités. Et typiquement, je peux te donner des exemples concrets pour prendre des initiatives. C'est-à-dire que proposer des nouvelles idées à la boîte, proposer de faire typiquement la partie développer une offre agile avec des formations parce que j'étais en Scrum Master à ce moment-là. Avec des formations, former en interne, proposer des formations peut-être en externe, aller développer cet axe-là, recruter des gens comme ça, voilà, vraiment des propositions concrètes qui ont été bien accueillies et qui m'ont dit « Ok, tu veux faire ça, vas-y, fais-le. On te donne du temps, on te donne les moyens et fais-le. » Et ça m'a libéré. Et depuis, j'ai compris que dans cette boîte, je pouvais faire plus que ma mission et aller au-delà de ce que je peux proposer comme valeur que chez le client, mais aussi à l'intérieur de la boîte. Mais c'est un shift qui est intéressant parce que tu passes d'un simple exécutant qui est payé pour quelque chose qu'on lui demande de faire à un acteur de sa propre vie professionnelle, on va dire dans un premier temps, pour créer quelque chose qui te ressemble et qui en même temps est cohérent avec, je suppose, les valeurs de la boîte et ce qu'elle souhaite promouvoir. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc, c'est un changement de posture pour moi dans la boîte qui a été accompagné par « vas-y, fais-le, on te fait confiance ». Ça responsabilise. Ça fait peur, mais ça responsabilise. Et il y a toujours, en tout cas en moi, il y a toujours un besoin de reconnaissance. Ouais. Peu importe la forme, mais il y a toujours ce besoin de reconnaissance. Il existe toujours aujourd'hui. Et j'ai vu cette reconnaissance. Et ça m'a encore renforcé la confiance. Et donc, c'est là où je me suis dit, OK, là, je suis bien intégré. Là, je suis bien. Et je peux avoir de l'impact. Et je peux faire quelque chose. Donc, de ce que j'entends, tu commences à recréer une stabilité au niveau de ton écosystème, donc dans ton boulot. Je suppose que ça aide pareil à la maison. Qu'est-ce que tu fais pendant ces 5 ans? Parce que c'est 2017, c'est ça? Oui, jusqu'à 2022. Jusqu'à 2022 où j'ai cru comprendre qu'il y avait encore un autre basculement. Voilà, si en quelques mots, ces 5 ans, qu'est-ce qui se passe? Alors, je continue à faire des missions parce que j'adore faire ça. Que ce soit Scrum Master, par la suite, j'ai fait un peu de coaching aussi. Ok. Que ce soit de coaching d'organisation d'équipe ou de coaching juste de manager pour les accompagner dans la gestion de leurs équipes. Il y a parfois des trucs simples, faire des roadmaps, créer des objectifs pour leurs équipes sur lesquels ils peuvent s'aligner et ainsi de suite. Et en plus de ça, à l'intérieur de la boîte, c'est construire cette offre agile, par la suite faire de la direction de projet, être manager de quelques équipes, et prendre des postes de direction, être dans le comité de direction et rentrer au capital dans l'entreprise et donc être associé. Ouais. Parce que justement, c'est ce besoin de reconnaissance, cette confiance, elle arrive avec cette reconnaissance. Cette reconnaissance, elle a pris plusieurs formes. Les mots gentils, les encouragements, la confiance, vas-y, fais et nous, on te suit, les moyens et tout. Mais aussi la partie aussi, le fait
on veut t'intégrer dans le capital de l'entreprise. Donc, c'était une volonté d'intégrer certains éléments, donc certaines personnes dans le capital de l'entreprise pour être associés, pour fidéliser, bien sûr, mais aussi pour responsabiliser. Ouais. Et pour moi, c'était quelque chose, c'était pour moi une reconnaissance ultime des 2 fondateurs de mon travail, et j'étais très content. Mais c'est vrai que là, quand je t'entends, il y a bien un processus, on va dire, bilatéral dans l'intégration. Parce que depuis le début, on parle d'intégration et de toi, ta capacité à observer et puis ensuite prendre des actions pour essayer de toi t'intégrer. Mais si l'écosystème ne te laisse pas de place ou ne te donne pas justement cet espace pour t'intégrer, bah c'est plus difficile. Et là, j'entends que justement, il y a les deux. C'est que non seulement, effectivement, t'as pas été bon au début, mais voilà, ça arrive à tout le monde. Eux, ils se sont dit, on va quand même lui donner sa deuxième chance et on va lui donner tout ce dont il a besoin pour réussir. Il s'avère que toi, tu as pris finalement la perche qui t'avait été étendue et tu en as fini à être associé. Donc, c'est bien pour se dire quand même que c'est rarement la faute que d'un côté, entre guillemets. C'est bien une relation qui se crée et qui va dans les deux sens. Totalement. Et je pense que si eux, ils m'ont fait confiance, ils m'ont donné cet espace et que moi, je suis passé à côté, peut-être que si j'ai rejeté cet espace ou j'ai pas su faire avec cet espace, peut-être cette relation aurait échoué aussi. Tout à fait. Et donc, effectivement, ça, c'est dans une relation, que ce soit entre 2 personnes ou une relation entre une personne, une communauté, une personne, une entreprise et tout, c'est vraiment, je dirais, c'est du 50-50 dans le sens où il y a une responsabilité des 2 à faire les efforts pour que ça se passe bien. Oui, tout à fait, ouais. Et ça, pour le coup, effectivement, j'ai pu saisir l'opportunité, j'ai pu saisir la confiance et l'espace qu'on m'a donné, et tant mieux. Mais surtout, je pense que si j'aurais pas eu cet espace-là et cette confiance-là, peut-être que j'aurais commencé à douter de moi-même et à se dire, au final, c'est peut-être la France, elle est pas faite pour moi, tu vois, et que je vais rentrer chez moi. C'est la faute des autres, C'est encore ça. une fois. Exactement. Et du coup, là, en tout cas de ce que j'entends, t'es quand même en train de monter pas mal. Oui. Monter au sens, on va dire, progression de carrière, tu commences à être associé dans une boîte, donc c'est quand même quelque chose qui est un positionnement qui est différent, on va dire, d'un simple salarié, hein. C'est Oui. pas jugeant, mais Oui. c'est un autre positionnement, disons. Oui. Et de ce que je comprends, il y a un autre choix qui fait que, justement, ce positionnement-là va changer. Qu'est-ce qui se passe? Alors, donc en 2022, il y a un passage de la France vers la Suisse et je quitte cette boîte pour aller en Suisse. Mais je ne quitte pas la boîte parce que j'en ai marre de la boîte. Je ne quitte pas la boîte parce que j'en peux plus ou parce que je suis pas bien. Au contraire, je quitte la boîte au moment pile poil où je me sens le plus à l'aise, le plus performant. Je me sens très bien et pourtant je pars. Alors pour revenir un peu dans le contexte, c'est que faut pas oublier qu'il y a aussi un Covid qui est passé de 2020, 2021, 2022. Et surtout, pendant toute cette période de 2019 jusqu'à la prise de décision et tout, personnellement, on était dans un processus on voulait avoir un enfant avec ma femme. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'était pas revenu sur cet amour qui t'avait fait venir ici. Et du coup, ça marchait pas. Et de 2019, on commence un processus de PMA. Pour ceux qui ne connaissent pas le PMA, c'est la procréation médicalement assistée. Et ça, c'est quelque chose... Alors, je voulais juste ouvrir une parenthèse. Ça revient à... Moi, j'étais... à la dernière année de mon école, moi, j'étais atteint par une tumeur. Donc, j'ai fait aussi de la chimiothérapie. Et ça a amené un peu... c'était presque une conséquence logique d'avoir des difficultés à avoir des enfants. Et ma femme, et c'est un sujet que je voulais en parler... précisément, c'est pour ça que je donne le contexte, elle souffre d'une endométriose. Et donc, c'est un sujet qu'on ne parle pas assez. En France, ça va, en Suisse, un peu moins. Mais c'est aussi quelque chose qui... je sais qu'il y a une femme sur 4 ou une femme sur 3 qui souffre de ça. Et ça peut aussi être un problème pour avoir des enfants. Et on n'en parle pas, il est assez banalisé, j'ai l'impression, dans le secteur médical ou dans la société. Mais c'est quelque chose qui touche pas mal de personnes et qui peut affecter des vies, en fait. Et donc, voilà,
On arrive à ce moment-là, donc on nous annonce qu'on ne pourra pas avoir d'enfants avec un cursus normal et il faut aller jusqu'à la FIV. Donc la FIV, c'est la fécondation in vitro. Et typiquement, c'est toute la partie fécondation, elle se passe à l'extérieur dans un laboratoire pour le faire. Et on démarre ça en 2019. Et c'est un... Je vais prendre un moment pour souffler. Oui, t'inquiète pas. Et c'est un processus très très lourd. Très très lourd physiquement sur ma femme, parce que c'est des dizaines et des dizaines d'injections, de hormones, de médicaments, parce que voilà, il faut créer l'environnement propice pour que ça marche. Et donc on rentre, je donne l'image d'une usine, tu vois, Oui. pour être dans les bonnes conditions physiquement. Donc c'est très lourd pour elle. Ça crée aussi une sorte de... En fait, les hormones, ça affecte l'humeur aussi. Et donc, mentalement aussi, c'est difficile pour elle. Moi, je ne subis pas le traitement physique, mais mentalement, c'est dur aussi parce que, à la fois, il faut gérer l'aspect humeur et ainsi de suite, mais surtout, moi, qui est quelqu'un qui aime s'impliquer dans tout ce qui nous concerne les deux, je suis mis à l'écart. Dans le sens où le process médical, c'est pour elle, c'est pas pour moi. Et en plus, avec le Covid, donc t'as pas le droit de rentrer avec elle quand elle fait ses traitements, quand elle fait ses examens, quand elle fait la ponction, il y a énormément de trucs qu'elle fait, et donc je reste à l'extérieur, et c'est dur mentalement. Surtout qu'on est assez proche pour qu'elle cherche du soutien moral à moi. Donc il y a plusieurs fois où elle sort en pleurant, et moi j'ai pas vu ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est pas parce qu'elle a été maltraitée ou quelque chose comme ça, non, mais parce que psychologiquement... Le soutien qu'elle avait l'habitude d'avoir avec toi n'était pas là, ouais. Et ça me faisait mal. Et c'était une souffrance, je relativise quand même, mais c'était dur pour moi aussi. À un autre niveau, à un niveau beaucoup moins que elle, mais quand même... Et donc, il y avait tout ce contexte-là. Et puis, les tentatives qui ne marchent pas. Et peu importe ce qu'on vous dit, que ça marche à 20-25%, il faut pas se mettre des attentes, il faut continuer son train de vie, il faut pas se focaliser dessus, tu peux pas. C'est impossible. Tu penses à ça H24. Quand tu fais une tentative, tu as envie que ça marche, et puis tu reçois le coup de téléphone qui te dit non, ça n'a pas marché. Et c'est dur à encaisser. Et tout ça je reviens au bagage, c'est-à-dire que on est quand même des Tunisiens, les deux. Donc, c'est pas des sujets dans lesquels on cherche du soutien familial. Parce que ça fait pas partie de notre culture. C'est quelque chose qui est un peu tabou ou... C'est pas tabou, mais c'est des choses où il y a je sais pas combien de générations entre nous et nos parents, et donc c'est pas des discussions que tu peux avoir avec tes parents. Ils savent qu'on passe par un processus médical, mais on leur demandait de pas nous poser des questions, de pas discuter, parce que ça va nous mettre juste la pression. Je comprends. En plus de ça, la pression sociale. Donc t'as des amis qui sont en train d'avoir des enfants, le premier, le deuxième, voilà, je le dis. Et tu commences à avoir parfois des idées noires, dans le sens où pourquoi eux ça marche et moi non. Heureusement qu'il y a aussi le suivi psychologique, dans le sens où typiquement ma femme, elle a fait appel à un psychologue qui lui a un peu démystifié, mais aussi désacralisé, si j'ose dire ce mot, le fait d'avoir des idées du style un peu de jalousie parfois, ou des choses comme ça. On est des êtres humains. Ah, au sens, oui. Quand tu dis désacraliser, c'est au sens, est-ce que c'est bien ou pas bien, au sens presque éthique du terme, c'est exactement. Ça Est-ce que je suis une mauvaise personne si je pense que mon ami qui vient d'avoir un enfant, je suis jalouse, et que pourquoi elle et pas moi? Ouais, je comprends, ouais. Et donc, il y a toute cette pression qui nous écrase presque. Et ça, c'est entre 2019 et 2022. Donc il y a un paradoxe entre une vie professionnelle qui est, on va dire, à son top, et puis la vie personnelle qui, pour le coup, est un peu plus chaotique, quoi. Oui, alors, encore une fois, tout est relatif. C'est-à-dire que je parle de cette expérience, de ce contexte, pas pour dire que notre vie, c'était une vie... non, on était
On avait une vie confortable, on a même acheté, on pensait s'installer en France sur une longue durée. Et voilà, donc c'est dur, mais c'est dans ce contexte-là. Voilà. On sent que c'est surtout émotionnellement parlant, où il y a beaucoup de choses qui se passent. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on avait conscience de tout ça? Je ne pense pas. Je pense que moi, personnellement, j'étais toujours dans un mode automatique, dans le sens où j'essayais d'avancer dans ma vie, dans ma carrière, dans la partie personnelle. Et même sur ça, dans les discussions que j'ai avec ma femme, c'est si tu veux qu'on arrête, on arrête, tu vois. C'est toi qui subis le plus de pression et le plus de douleur physique. Donc, tu me dis, je te suis. Pas de problème. Mais on n'avait pas conscientisé cette souffrance ou cette pression pour dire, OK, il faut qu'on s'en sort. Et dans tout ça, alors, première brique, c'est qu'on se fait naturaliser. Donc, on devient français en l'été 2021. Et juste quelques mois après, il y a ma femme qui, dans sa boîte, on lui propose un contrat à Genève, disant est-ce que tu veux aller? Est-ce que c'est quelque chose qui te tente? C'est encore elle qui a un contrat à l'extérieur, c'est ça? C'est encore elle. Et juste pour la petite anecdote, en 2020, on visite Genève, juste avant le Covid, février 2020. Elle partait pour le boulot pendant la semaine et puis moi j'ai rejoint le week-end. Et c'était un week-end février, plein soleil, faisait froid mais plein soleil, faisait beau et on a adoré la ville. Et on s'est dit, ouais, pourquoi pas un jour, peut-être qu'on viendra s'installer ici. C'est pas si mal. Pas si mal. Mais aucun planning, rien du tout. Et elle vient l'opportunité, on y réfléchit. Moi je rentre dans un schéma de résistance parce que je suis bien quand même. Ouais. Bah t'as une situation qui est quand même installée. Exactement. Stable. Encore un changement. Encore un départ vers un pays que je connais pas. Tu connais personne là-bas? Enfin, vous connaissez Zéro. Personne, ouais. On n'a pas de famille, on n'a pas d'amis, on connaît personne. Et en plus, je suis vraiment dans ma zone de performance, dans ma zone de génie. En tout cas, c'est comme ça que je me sentais. En tout cas, c'est ma zone de confort, mais aussi de génie à ce moment-là, avec mindset. Ouais. Et dire que j'arrête tout, je repars à zéro, c'était inconcevable. Et donc, je rentre un peu dans cette phase de résistance où je réfléchis, mais je résiste. C'est-à-dire que je réfléchis pour au final tomber toujours sur non, je ne veux pas. Tu trouves toutes les excuses possibles qui justifieraient le fait de rester. Mais à l'intérieur de moi, il y avait un besoin de respirer. Parce que mine de rien, je me sentais quand même étouffé avec toute la pression qu'on sentait. Et avec ma femme, c'était pareil. À ce moment-là, on ne le savait pas, mais avec beaucoup de recul par la suite et parce que j'ai réfléchi à ce sujet-là quelques années plus tard, j'ai la certitude aujourd'hui que c'était notre soupape de sortie pour juste respirer, partir à nouveau, une nouvelle vie, dans un pays où personne ne nous connaît. On va s'éloigner de toute cette pression qu'on va garder en région parisienne. Et là où on va aller, il n'y aura pas tous ces problèmes-là. Ce qui est faux, parce que en vrai, tu ramènes tout ton bagage avec toi, toutes tes expériences, toutes tes déceptions, et de toutes les manières, on va continuer le process qu'on a commencé en Île-de-France. Mais derrière, c'est une sorte de parenthèse que vous créez, donc une petite bulle de respiration et d'oxygène ailleurs, quoi. Exactement. Il y a un truc qui change, et ça change même ta posture, ça te met dans une nouvelle posture. C'est marrant parce que tu vois, rien que quand on dit qu'on part en vacances, j'ai besoin d'ailleurs, parce qu'on pourrait très bien juste rester chez soi, à ne pas aller au travail par exemple, mais souvent on a besoin de bouger quelque part d'autre pour voir autre chose, voir un contexte différent, et ça nous donne souvent une perspective différente quand on revient. Donc c'est pas incohérent en tout cas. Et après un mois, je pense, de réflexion, en tout cas de mon côté, parce que pour ma femme, c'était presque décidé dans le sens où elle voulait y aller. Bah c'est elle qui avait eu l'opportunité en plus. Ouais. Et en plus, elle garde quand même son contrat, ça a la même boîte, le même poste. Donc pour elle, il n'y avait pas un changement professionnel, c'est juste elle veut sortir de cette pression et changer de lieu. Juste changer de lieu pour elle. Et on se dit,
ok, on va y aller. Et au pire, si ça nous plaît pas, on reviendra à Paris. Mais du coup, ce moment où vous vous dites OK, c'est quoi qui a basculé chez toi entre la résistance initiale et le OK? En fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est de dire ok, si j'arrive à visualiser tout le process de je rencontre les 2 cofondateurs, je parle avec eux, j'explique ma décision et puis je me vois en train de vivre là-bas et comment ça va se passer. Ça a beaucoup apaisé toutes les peurs et je suis passé en fait de un process de réflexion de qu'est-ce que je vais perdre à qu'est-ce que je vais découvrir et faire dans cette nouvelle vie, avec cette nouvelle vie. Et je pense que c'est là où j'ai dépassé mes peurs en se disant, ok, pourquoi j'ai peur aujourd'hui? Parce que c'est flou. Parce que voilà, c'est une nouvelle vie, je connais personne, je connais pas le marché, je ne sais pas comment faire. Toutes les difficultés que j'ai eues à s'intégrer en France et les échecs qui m'ont accompagné, est-ce que je vais avoir la même chose? Est-ce que je vais avoir en face de moi des personnes qui vont me laisser l'espace pour réussir? Est-ce que je vais capter cet espace ou pas? Tout ça, ça revenait. Et je pense que j'ai réussi à dépasser ça en se disant, j'ai pu le faire, je peux le refaire, et au pire, si j'arrive pas, je reviendrai à Mindset. Ils me connaissent, eux. Ouais, c'est intéressant parce que dans ta réflexion, de ce que je comprends, il y a vraiment un changement de regard. C'est-à-dire que au départ, c'était effectivement, je risque de perdre tout ça, qui j'interprète un petit peu, mais c'est le ressenti que j'ai sur le moment qui est mais est-ce que j'ai pas eu un peu de chance du coup de se dire j'étais pas bon, on m'a donné une chance, j'ai réussi à la saisir et du coup peut-être qu'à l'époque quand tu résistais, c'était plus et si je n'arrivais pas à refaire tout ça et donc finalement tout ce que j'ai construit ici, je vais tout perdre et jamais je vais pouvoir retrouver quoi que ce soit. Et tu as réussi à changer ton regard en te disant en fait, j'ai moi-même intégré toutes ces compétences-là qui me permettront dans le futur, si j'ai réussi une fois, je réussirai une deuxième fois. C'est ce que tu disais tout à l'heure et que je trouve assez beau dans ton discours. Parce que quand on est protectionniste, c'est on ne croit pas en soi. Et du coup, là, tu es vraiment dans une dimension et un processus qui est je crois en moi, je crois potentiellement en nous d'ailleurs, que je vais apprendre d'autres choses. Et puis surtout, et je pense que c'est là le point clé de la démarche, c'est que j'ai une porte de sortie. Donc, cette porte de sortie, c'est si j'y arrive pas, je peux revenir à tel moment. Exactement, c'est de se dire que déjà on avait notre appart, donc on pouvait toujours revenir en région parisienne. Ah oui, vous avez gardé l'appart. Oui, on a gardé l'appart. D'ailleurs, on l'a gardé justement parce que c'était une porte de sortie. Mais c'est important, hein, un lieu dans lequel on sait qu'on peut retourner. Exactement. Et puis, ça se passait tellement bien chez Mindset, et même la sortie par la suite, parce qu'il y avait beaucoup de reconnaissance aussi de mon travail et tout, et de ce que j'ai pu apporter. Donc la sortie aussi, ça s'est bien passé. Je garde toujours des contacts quand j'y vais à Paris, j'y vais les voir. Parfois, je bosse même des locaux. Que c'est aussi une porte de sortie, dans le sens où, au pire, je vais pas revenir peut-être en tant qu'associé, je vais pas revenir en tant que manager, mais je pourrais être un consultant chez Mindset une nouvelle fois. Tu vois, si je postule avec mon CV, peut-être qu'il pourrait toujours m'accepter. Et ça m'a apaisé. J'ai trouvé un calme magique. Et je suis revenu vers ma femme et je lui ai dit, allez-y, on y va. Pour ça et ça et ça, et si ça se passe pas bien, on a eu cette discussion et on s'est dit, bon voilà. Le processus quand même pour annoncer ça et tout, c'était difficile. C'est-à-dire que faire face à eux, avoir cette discussion, expliquer, c'est pas facile quand même, parce qu'ils mettaient beaucoup de confiance en moi, ils pensaient pas que et que je pouvais partir un jour et tout. Mais comme j'ai dit, et c'est ce que j'admire chez eux, c'est cette capacité à prendre du recul et à se dire, ok, Nidal, c'est un être humain, il a d'autres envies aujourd'hui, il a d'autres besoins, et vas-y, tu vois. Et ça ne touche à rien à notre relation, à ce que tout ce que tu as fait ou tout ce que nous on a fait pour toi, et voilà. Et ça, j'ai énormément apprécié et je le garde en moi jusqu'à aujourd'hui. Départ alors ? Départ vers l'inconnu, donc un 31 juillet 2022, on prend le train, 2 valises, 2 sacs à dos, on arrive à Genève.
Alors, pour pas dire qu'on n'était pas accompagné, quand même, la boîte de ma femme, elle met à disposition, et ça, c'est quelque chose qui se fait en Suisse parce que la Suisse, elle vit aussi des pays à côté de l'Europe qui, il y a beaucoup d'expats, il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'étranger pour s'installer, surtout à Genève. Et donc, ils mettent à disposition des personnes pour accompagner cette transition. Et donc, il y a vraiment des gens alors qui vous aident. Et donc, par exemple, la recherche d'appartements, de logements. Ils te donnent aussi de l'argent pour démarrer parce que aussi la vie coûte 2 fois plus cher. Ne l'oublions pas. Nous l'oublions pas que pas tout, mais voilà. Il y a pas mal de choses. En tout cas, le niveau de vie, il est beaucoup plus élevé que les voisins européens. Et la partie fiscalité, par exemple, aussi. Donc, il y a eu un accompagnement quand même mis à disposition pour nous accompagner à faire quelques démarches administratives. Donc, il y a bien un processus qui est mis en œuvre pour vous faciliter l'intégration. L'intégration, voilà. Mais tu découvres la réalité. Et donc, tu découvres que la recherche du logement, même si tu es accompagné, elle est super dure. Genève, il y a une tension sur la partie logement. L'offre, elle est très faible par rapport à la demande. Et donc, pour trouver un logement correct avec le budget que toi, tu as, c'est difficile. Ouais. C'est dur. Donc, tu commences déjà à rien que comprendre les codes comme d'habitude. Donc, tu commences à, OK, maintenant, qu'est-ce que je dois assimiler? La partie administrative. Donc, comment les assurances marchent? Parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale. Il y a des assurances. Donc, le fonctionnement, il est différent d'une sécurité sociale. Même si ça ressemble un peu, mais c'est des assurances privées. La partie recherche de logement, la vie d'une manière générale dans la rue, et c'est différent. Parce que tu es dans une ville cosmopolite, avec beaucoup d'organisations internationales. Donc, tu as des cultures différentes. Et Genève, c'est très petit. C'est un arrondissement parisien, Genève, la ville de Genève. Donc, les gens se connaissent aussi. Donc, ça marche beaucoup de bouche à oreille. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, et donc, je te mets en contact avec lui parce qu'on s'apprécie, parce qu'on a bien bossé et tout. Tu commences à s'accommoder à la culture suisse, qui est différente déjà de ma culture tunisienne. Déjà. Et puis de tout ce que j'ai appris en France. Et c'est marrant parce que, d'ailleurs, c'est d'autant plus représentatif dans ton témoignage que c'est pas parce qu'on parle la même langue qu'on a la même culture. Oui. Alors, ça facilite beaucoup. Tout à fait. Mais c'est pas pareil. Un Suisse, il va jamais te dire que s'il va au resto et que le service était pas bon, il va pas le dire. Il pourrait même te donner un pourboire, mais il va jamais revenir. Et il va dire à tous ceux qui connaissent de ne pas y aller. Mais il va jamais te le dire. Il y a une culture de discrétion. C'est pas... Alors, tout ce que je dis, ça n'a pas une connotation positive ou négative. C'est comme ça. Il y a un fait derrière. Il y a un fait derrière. Et une fois que tu as compris, tu commences à détecter les signaux faibles, pour le coup. Tu es plus dans le direct, tu es plutôt dans tout ce qui est indirect. Et donc, ça change quand même quand tu es en entreprise. Et que même si Genève, elle est cosmopolite, donc il n'y a pas que des Suisses, mais il y en a d'autres. Mais quand tu travailles dans des entreprises où, par exemple, tu es face à des personnes qui sont très ancrées dans la culture suisse, tu commences à faire attention à ces signaux-là et que tu t'attends pas à un feedback direct, mais plutôt à aller voir. Il faut comprendre. La culture suisse, c'est aussi, par exemple, on connaît par exemple l'industrie horlogère. Donc, c'est des gens qui font à la main. Et même dans le système éducatif d'éducation en Suisse, la plupart des gens, ils font plus des formations professionnelles plutôt qu'un cursus académique long. Donc, des courtes formations où tu es vraiment intégré dans des entreprises où tu fais, plus que des études théoriques et ainsi de suite. Et ils valorisent ça. L'apprentissage, ouais. Il y a quelque chose qui est plus développé, ouais. Et c'est très valorisé. Et donc, dans des métiers où on est dans le concret plutôt que dans le conceptuel, ils sont plus valorisés. Ouais. Donc, c'est des choses comme ça que tu apprennes à comprendre et qui est vraiment différent de, par exemple, en France, on aime bien intellectualiser les choses. Et tout ce qui est intellectuel, on adore. Ça va. C'est OK. Par contre, qu'on sache faire derrière, ça, c'est un autre problème. Voilà. En tout cas, voilà, il y a cet aspect-là. Et donc, tu commences à comprendre ces petites différences, ces petites subtilités, et ça demande du temps.
Donc, moi, pour avoir ce move, déjà, par exemple, c'est pour ça que j'ai dit que ce qui me faisait peur, c'est que je ne savais rien du tout sur la Suisse et il fallait que je m'y intéresse. Et donc, j'ai commencé à sortir de ma zone de confort et à être ouvert et curieux pour comprendre. Et je pense que c'est ça le process qui m'a beaucoup aidé par la suite. Et donc, même avant d'arriver en Suisse, dès janvier, j'ai commencé déjà à prendre contact avec des personnes que j'avais sur LinkedIn mais qu'on ne se connaissait pas et à demander est-ce que je pouvais faire des entretiens avec eux pour discuter parce que j'ai un projet de m'installer en Suisse. Et il y a certaines personnes qui ont ouvert leurs portes. Je salue Léo Davenet qui a passé du temps avec moi pour m'expliquer les codes, le marché agile, les offres, comment ça se passait et tout. On a passé, je pense, 1h30 à discuter de son temps. Il a pris ce temps-là pour moi alors qu'il ne me connaissait pas avant. Du coup, maintenant, vous vous connaissez? Oh, maintenant, on se connaît. D'ailleurs, il a fait la keynote de la première Agile Talk que j'ai organisée. Donc, c'est une personne magnifique. Et lui, il était basé à Zurich. Moi, donc, aussi, il fallait comprendre aussi cette différence Tout à fait, ouais. de la Suisse allemande et la Suisse romande. Et il y a énormément de différences. Donc, déjà, il y a un truc que j'ai compris, c'est plus tu y vas vers les gens, oui, tu peux avoir du refus, mais il y a certaines personnes qui vont ouvrir des portes, ils vont ouvrir aussi leur cœur, ils vont donner du temps. Et ça va créer des relations magiques et peut-être des opportunités derrière. On ne sait jamais ce qui va se passer. Mais voilà, le fait juste de sortir de sa zone de confort et d'aller vers les gens, ça amène quelque chose, ça crée quelque chose. C'est vrai que parfois, il suffit juste de demander, et non pas quémander, mais juste demander. Et souvent, il se passe des choses qu'on n'imaginerait pas. Exactement. J'ai commencé j'ai par exemple updaté mon profil LinkedIn pour me mettre dans la région de Genève alors que j'étais toujours sur Paris pour que les entreprises puissent voir que je suis intéressé par ce marché-là et puissent me contacter. Donc j'ai commencé à créer aussi des liens avec des entreprises, soit des ESN ou autres qui me contactaient, mais qui voyaient que mon projet qui sera plus tard. Donc ils me disaient quand tu viens en région, on en rediscutera et ainsi de suite. Mais voilà. Et du coup, j'ai fait connaissance avec Agile Suisse grâce à Léo. Donc, c'est lui qui m'a dit, il y a une association qui s'appelle Agile Suisse. C'est des gens sympas. Je pense que tu vas aimer. Viens dans un de nos meet-up qui était à distance à ce moment-là, donc sur Zoom. Regarde comment ça va se passer. Et si ça t'intéresse, tu peux intégrer. Et j'ai adoré le premier meet-up. Et donc, j'ai intégré l'association. Je payais les 50 francs pour être membre. Et dans l'association, à ce moment-là, les membres, ils pouvaient soit venir avec une initiative, soit intégrer une des initiatives qui étaient existantes. Et les initiatives, à ce moment-là, il y avait des trucs comme un truc de bibliothèque agile où on se partage les lectures qu'on a eues sur un truc lié à l'agilité. Il y avait la clinique agile où tu viens, tu poses ta problématique et on t'aide là-dessus. Il y avait l'école agile où on allait dans des écoles, dans des universités pour promouvoir l'agilité, que ce soit des frameworks, les valeurs, les principes, voilà. Et il y avait le groupe d'organisation de l'Agile Tour, donc un événement. Et moi, je n'ai jamais fait ça. Et dans ce mouvement qui a débuté, le mouvement de « je suis en train de faire des choses que j'ai jamais fait, je suis jamais allé en Suisse, je vais aller en Suisse », j'intègre une association, j'ai jamais fait de l'associatif, je découvre une nouvelle culture, voilà, des choses que ce mouvement qui se crée, je dis, j'ai jamais organisé un événement de 200 personnes. Allez, vas-y, je le fais. Et en plus, tu ne seras pas tout seul. Et en plus, il y a des gens qui l'ont fait dans ce groupe. Donc, je suis accompagné, ça va bien se passer, et voilà. Donc, j'intègre ce groupe, donc début 2022, et sachant que l'Agile Tour, c'était en décembre, c'était le 6 décembre 2022, et je commence à distance, et puis je déménage, j'arrive. Donc, quand j'arrive physiquement, je connaissais quand même 1 à 2 personnes. Je connais en mode, on se connaît depuis des années, ou non. Mais tu sais que c'est quelqu'un que tu peux contacter. Voilà, quoi. c'est ça. On peut manger ensemble, on peut boire un truc ensemble.
Et voilà, donc on commence avec les difficultés de s'intégrer, avec une nouvelle culture, à comprendre ces codes-là que j'ai expliqués un peu, qui sont subtils et qu'il faut les comprendre. Tu comprends pas au bout d'un mois ou 2 mois, tu comprends au bout de 6 mois, 1 an. Et puis je trouve ma première mission, donc j'arrive sans job en fait. Tu suis, écoute. Je suis. Donc on arrive le 31 juillet, le 1er c'est un jour férié en Suisse. Et puis, le 2, ma femme, elle commence à travailler et moi, je vais au lac pour me baigner parce qu'il faisait chaud. Et donc, on commence à la fois la recherche de logement parce qu'on est logé dans un studio tout petit, dans un quartier hyper animé. Donc, la nuit, c'est dur avec le bruit, que j'adore d'ailleurs, le quartier des Paquis. Mais à la fois, donc, recherche de logement et recherche de travail pour moi. Et pendant le mois d'août, donc j'arrive à faire quelques entretiens. Faut savoir que le marché suisse, il est petit, encore la Suisse romande, encore Genève. Et donc, quand il y a une opportunité, tu as les 200 ESN qui sont installés et qui vont te contacter pour le même truc. Oui, forcément. Et il faut faire un choix. Parce que si tu vas avec une société, tu vas pas avec les autres. Forcément, oui. Parce que c'est aussi mal vu d'avoir ton CV chez les clients. Les clients, c'est mal vu de leur part, qu'ils voient que tu postules avec 3-4 entreprises. Ce qui est un peu le même cas en France, hein. En réalité, quand ils ont déjà vu ton CV une fois, par quelqu'un, par d'autres. Et donc, il faut faire un choix par quelle société tu passes. Et je prends ce choix de se dire, je vais prendre le temps de connaître le marché. Donc, j'avais la volonté de faire un parcours d'entrepreneuriat, d'être solopreneur, d'être indep, voilà. Parce que, justement, je pensais que je trouverais pas les mêmes conditions que j'ai trouvées chez Mindset. Et donc, je me suis dit, je vais les créer moi-même, pour moi. Et donc, je pars avec cette volonté. Mais quand j'arrive, je me rends compte que ça va pas être possible. Je connais personne, en fait. C'est pas évident. C'est pas si évident que ça. C'est facile sur le papier. Et donc, il y a une période transitoire où je dois passer par une autre ESN, faire des missions, connaître les gens, connaître les clients, connaître le marché. Et donc, j'intègre une mission, ça se passe super bien. Pour le coup, ça se passe bien alors. Ça se passe super bien. Ça se passe bien et entre-temps, limite à côté, je suis en train de préparer l'Agile Tour aussi. Donc voilà, je trouve assez rapidement mes repères et je suis dans l'action. Et quand je suis dans l'action, je réfléchis un peu moins et ça me va. Parce que quand je suis dans l'action, je suis plus ouvert aux opportunités, à des nouvelles rencontres. Je suis assez à l'aise à faire face à tout ce qui peut me surprendre. T'as moins le temps de douter, hein. Exactement. Forcément, hein. Voilà, c'est ça. J'ai moins de temps de douter. C'est le bon mot. Et ça se passe super bien. Je passe, je pense, 1 an et quelques mois avant de basculer effectivement en mode indep avec un nouveau client. Donc ça, sur la partie professionnelle. Maintenant, à côté, il y a une grosse partie personnelle. Aussi, en tout cas. Aussi, qui nous a amenés là, en Suisse. Faut pas oublier que c'était pas... moi, en tout cas, personnellement, c'était pas l'opportunité professionnelle qui m'a amené là. Parce que je suis venu sans opportunité. Et pour ma femme, c'est pas forcément aussi d'opportunité professionnelle puisqu'elle n'a pas changé de rôle, elle n'a pas changé de société. Elle a juste changé de lieu de travail. C'était la respiration, en tout cas. C'était la respiration. Et donc, vient le moment où, OK, on est installé, on a trouvé un logement, on aime bien le quartier où on est. Maintenant, on reprend. Avec la reprise, les doutes, toutes les déceptions qu'on a eues, ça revient. On pensait qu'on a quitté tout ça, mais non, ça nous rattrape. La pression, quand même, elle est beaucoup moins. Il y a un truc qui est différent. Et encore, c'est pas dans le jugement, mais c'est comme ça que nous, on a vu la chose et on l'a vécu. Faut dire que le processus de PMA en Suisse, et surtout la FIV, elle n'est pas remboursée. Donc, il y a moins de gens qui y vont. Et donc, il y a moins de pression sur les hôpitaux là-dessus. Donc, les rendez-vous, c'est très facile à avoir, très rapide. Le process, il est moins, entre guillemets, industriel. Le sens, il y a moins de patients. Donc, on prend plus de temps à discuter avec les patients. On est plus humain. Il y a plus de soins, quoi. Il y a plus de soins. Il y a plus de liens, de relations. On se sent moins patient et plus humain.
Et on voit ça directement. Et ça fait son effet en nous. Déjà, il n'y a plus le Covid et tout, donc moi, j'étais là tout le temps. C'est juste à côté de chez nous, les HUG, les hôpitaux universitaires de Genève, c'est pas loin de chez nous, donc c'est très facile aussi avec le télétravail de gérer ça. Je me sentais plus présent, donc ma femme, elle est plus rassurée. Il y a plus de liens, plus de confiance. Je ne sais pas, ça prend en tout cas. Il y a un truc qui est différent. Et première tentative, ça marche. Et je me rappelle du coup de téléphone où on nous dit c'est OK, c'est bon. Et même avec ça, j'avais toujours en tête que il faut pas que je garde beaucoup d'espoir parce que on peut à tout moment dans le process retomber dans l'échec parce que c'est très sensible, c'est un process lent aussi. Là, il y a l'étincelle déjà qui lance la chose, mais on n'est pas à l'abri que ça s'éteigne au milieu, quoi. Ouais. Et ça marche, et ça se passe super bien. Et moi, la seule explication, en tout cas quand on en parle aujourd'hui, notre seule explication, c'est on avait moins de pression en fait. On se sentait plus dans l'humain. On avait un suivi très rapproché humainement. On avait même une psychologue avec nous, ce qui n'était pas le cas à Paris. C'est pas pour comparer deux systèmes de santé. Je suis pas là pour juger. Je sais que la Suisse, c'est 8 millions, 9 millions. Île-de-France, c'est 12 millions. Donc, on n'est pas en train là on n'est pas sur la même échelle. Mais c'est un contexte différent en tout cas. Exactement. Mais comment on la vit? Nous, on l'a vécu comme ça. Et je pense que ça a fait la différence. Ça a fait la différence. On se sentait beaucoup apaisé dans le process, beaucoup tranquille. Peut-être aussi la vie à Genève, c'était beaucoup aussi plus calme. On est sorti de ce cercle vicieux de pression et d'échec, de pression et d'échec. Et là, on s'est senti bien. Même le process, d'ailleurs, physiquement parlant, il y avait beaucoup moins d'injections, mais il était beaucoup moins lourd. Parce que le corps médical, il a choisi un process qui reste la FIV, mais ils ont dit non, on peut tenter ça et ça pourrait marcher. Et je pense que c'est le moment le plus joyeux de ma vie. Et on s'est dit, on a bien fait de venir ici. Et ça valait le coup. Prends le temps, t'as des mouchoirs sur le côté. Donc de ce que j'entends, il y a quand même finalement un processus de changement qui a été particulièrement positif au final. Si tu n'avais pas réussi à changer de regard, si vous n'aviez pas eu cette opportunité, si vous n'aviez pas bougé, potentiellement vous n'auriez jamais eu ce moment-là ensemble. C'est ça. Et je pense le fait de se mettre en mouvement, déjà, ça... Je vais reprendre ta phrase quand tu as dit « t'as moins le temps de douter » en fait. Et quand t'as moins le temps de douter, donc t'as plus confiance. C'est peut-être pas pour les bonnes raisons que t'as confiance, mais t'as confiance. Et mentalement, il y a un déclic qui fait que peut-être même physiologiquement dans le corps, il se passe des choses. Tout à fait. Et voilà, on se dit que ça valait le coup et que c'est un nouveau départ maintenant. C'est un nouveau départ, une nouvelle vie. Et peut-être si ça n'a pas marché, ça aurait été aussi une autre expérience et un autre ressenti, oui. Mais comme quoi... Changer de contexte amène à des résultats différents. Et se mettre en mouvement. C'est juste le fait de se dire, ok, on bouge, on y va, et on voit ce qui va émerger derrière. Oui, on a peur. Oui, on ne sait pas ce qui nous attend, mais ça vaut le coup d'essayer. En tout cas, merci Nidal pour cette belle phrase de clôture, pour toute cette histoire finalement d'intégration, de déplacement, de conviction, d'incertitude, de doute. Et puis, en tout cas, on aime bien ce genre de fin d'histoire qui n'est qu'un début de ce plus beau jour de ta vie. Merci. Merci de m'avoir donné l'opportunité d'en parler. On va redescendre tranquillement. Et ce que je te propose, c'est qu'on passe à la fin de cet épisode-là. Comme tu le sais, j'ai mes petites cartes à côté. Les fameuses cartes. Les fameuses cartes. On va terminer avec plus de légèreté, je dirais. Merci en tout cas pour ce partage. Donc, j'ai préparé ces cartes tout à l'heure en face de toi, comme j'aime bien le faire. Et donc, je vais les mélanger. Il faudrait que j'apprenne à mélanger comme un as, mais je ne sais pas faire. Tu fais mieux que moi. Et ce que je vais te proposer, c'est de sélectionner une carte. Tchoc. Je vais prendre une rouge. Une rouge, je peux la lire de la lire au doigt, ouais. Okay. Et puis ensuite, d'y répondre comme tu le souhaites. Alors, la question c'est, quelles sont les personnes les plus marquantes positivement de ton enfance et pourquoi? Alors, il y a une personne
C'est ma grand-mère maternelle avec laquelle j'ai vécu plusieurs années. J'étais très proche. J'irais chez elle pendant les vacances. Elle vivait avec nous aussi pas mal de temps. On était très proches et une partie de mon éducation, c'était elle. Et pourquoi c'est une personne marquante qui a marqué ma vie? Parce que, alors, elle est née en 1927, donc c'est une autre époque. Elle n'a pas fait d'études, elle n'a pas fait d'école. Mais ce qui m'a marqué, c'est elle avait une intelligence émotionnelle remarquable, sans avoir l'éducation nécessaire, juste par expérience. Et c'est une femme qui a élevé 4 enfants sans avoir un mari. Son mari, il est décédé assez jeune, dans les années 50, en Tunisie. C'est pas le truc le plus facile à faire. Donc c'est une femme très très forte. Et j'ai beaucoup appris, en fait, j'ai appris pas mal de traditions tunisiennes qui sont ancrées en moi. J'ai vu comment elle avait une aisance à discuter avec les gens, à rassembler les gens autour d'elle aussi, à être forte dans les moments où il fallait être forte. Et j'ai énormément apprécié les années que j'ai passées avec elle. Et voilà, c'est quelqu'un que je garde toujours dans mon cœur. C'est elle qui a émergé en tout cas quand tu as lu la question. Exactement. Voilà. Bah super, merci beaucoup. On va continuer. Le paquet est toujours là. Je l'ai un petit peu mélangé. J'ai pris une rouge, je vais prendre une bleue. Je te propose même que tu puisses en choisir 2. Ah. Tu peux en prendre 2 bleus, 2 rouges, une bleue, une rouge. Une bleue, une rouge. Une bleue, une rouge. Je te laisse lire les 2. Ok. Et si tu le souhaites, juste en choisir une. Ou si tu veux répondre aux 2, tu peux répondre aux 2. Ok, je commence par la bleue. Quand as-tu été ému pour la dernière fois? C'est facile là. Pourquoi cela t'a-t-il ému? Et puis la deuxième, bon, je commence par la première, donc c'est facile. C'est vrai que c'était maintenant, oui. Mais si tu reprends un autre contexte oui, aujourd'hui, est-ce qu'il y a autre chose autre chose, c'est hier, parce que on essaie d'avoir un deuxième enfant, et quand on reprend une nouvelle fois le process, et il y a toujours cette émotion qui revient, aujourd'hui positive par rapport à la dernière fois, oui. Parce que on se dit, cette fois, l'expérience, elle sera différente. Elle sera différente parce que ça se passe bien ou ça se passe pas bien, que c'est un succès ou un échec, on sera toujours heureux parce que ça a marché une fois. Oui, et voilà. Et donc, on était ému au téléphone avec ma femme. J'étais au téléphone parce que je suis pas à Genève hier. J'étais pas à Genève. On était ensemble à Lyon. Et voilà. Donc, c'était le moment émotion hier matin, avant midi. C'était ça. C'est génial en tout cas. Et puis, deuxième question, donc la carte rouge. Que préfères-tu dans les relations que tu as aujourd'hui? Et alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je préfère, mais s'il y a un truc que je préfère au-dessus de tout, c'est la sincérité, l'authenticité dans les relations, que c'est vraiment naturel. Moi, je suis moi, et la personne avec qui j'ai une relation, elle est aussi elle-même, et tout va bien dans cette relation comme ça. Et ce que j'aime aussi, je vais juste mentionner 2 choses, c'est que dans mes relations, me rendent une meilleure personne. Aujourd'hui, je donne un exemple personnel, c'est ma femme. Je pense, et je suis même convaincu, qu'elle me rend meilleure depuis que je l'ai connue. Et que j'étais pas cette personne-là avant de la connaître. Et c'est génial. C'est génial de savoir que une personne te tire vers le haut sans te forcer, sans que tu sois quelqu'un d'autre que toi-même. Et c'est juste magique. Voilà. C'est les 2 trucs que je préfère dans mes relations. Bah super, merci. Comme on dit jamais 2 sans 3. Ok. Et je vais me faire un petit plaisir. Est-ce que tu peux m'en tirer 3? Ok. Et ma phrase est bien la bonne, hein, c'est est-ce que tu peux m'en tirer 3? Comme ça, tu tires les 3 et moi je vais choisir la question à laquelle tu vas répondre. Ok. Qui sera la réponse finale. Donc je vais prendre 2 bleus. Ah, tu as un attrait pour les bleus, toi. Et puis une rouge. Ok. Je vais te lire les 3. Ok. Et puis ensuite, on va en choisir une. C'est moi qui choisis à laquelle je réponds ou tu... C'est moi qui choisis. Ok, très bien. Je suis chez moi, je choisis. Parfait. Bien sûr, si tu préfères une autre, tu me diras, ok? Ok. Alors, la première, c'est quel est le métier le plus farfelu
que tu as déjà voulu faire? Ok. La deuxième, c'est qu'as-tu appris de plus utile venant de tes parents? Mhm. Et la troisième, quel était le cadeau caché de ton dernier moment difficile? Mhm. Est-ce qu'il y en a une dans les trois que tu enlèverais? La première, Le métier farfelu? ouais, parce que en fait, je n'en avais pas. T'es pas quelqu'un de farfelu, toi? Non, et c'est pas comme ça que j'ai été éduqué, donc j'avais pas forcément un métier de rêve ou un truc comme ça. Je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire en fait. Donc je n'ai pas une réponse en fait. Ok. Bah, très bien, ça me facilite la tâche. Du coup, je te propose de me parler de ton cadeau caché. Ok. Donc, quel était le cadeau caché de ton dernier moment difficile? Ok. En tout cas, le cadeau caché, juste pour qu'on soit clair sur la notion en elle-même, c'est que on part du principe que dans une situation difficile, notamment des situations de deuil, des situations de rupture, des situations un peu difficiles, il y a toujours un aspect positif, il y a un apprentissage, il y a quelque chose que l'on emporte avec nous qui est plus positif, que l'on met souvent derrière le terme cadeau caché. Ouais. Alors je dirais, c'est un moment de conflit avec mon épouse, Ouais. dans lequel voilà, il y a une argumentation des deux côtés et il y a un conflit. Et en fait, en vrai, ce qui s'est passé, c'est moi, avant ça, je suis pas quelqu'un qui sait gérer des moments difficiles, des discussions difficiles. Contrairement à elle, qui arrive à faire ça. Et ce qui m'a poussé à, déjà comprendre que le conflit n'est pas forcément un moment de négatif, mais un moment où on remet un peu la balance, on remet la balle au centre et on rejoue. 1. 2, c'est d'être courageux, de faire l'effort et d'aller comprendre la perspective de la personne en face de toi. Comment lui, il ressent les choses, comment lui, il voit les choses sans jugement. 3, c'est de faire une introspection en moi-même pour dire qu'est-ce qui va pas dans ce que je fais et qui pourrait aider la personne à se sentir mieux en face de moi. Alors, ça a passé par beaucoup d'accompagnement, que ce soit psychologue ou coaching, mais c'est quelque chose que j'ai gagné de ce moment. Donc cette zone de conflit-là a entraîné pas mal d'apprentissage en tout cas. Exactement. Donc c'était un cadeau caché en fait. Ce sont même des cadeaux cachés. Des cadeaux cachés, oui. Donc ça tombe bien, c'est bientôt Noël. En tout cas, au moment où on enregistre cet épisode-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup, Nidal, pour ces réponses, pour ce moment d'authenticité et de sincérité. Avant qu'on se quitte, si les personnes ont envie de continuer la discussion avec toi, comment est-ce qu'on te contacte? Alors, donc merci Olivier, merci pour ce moment. J'ai beaucoup apprécié la discussion. LinkedIn, donc Nidal Dagrir. Voilà, sans accent, il n'y a pas d'accent. Il y a des H un peu partout. Ça se prononce pas, mais il y a des H dans le nom et le prénom. On peut m'écrire. J'essaie de répondre le plus rapidement possible. Je check mon LinkedIn presque tous les jours maintenant. Et puis voilà, c'est principalement ça. Et on peut me contacter pour n'importe quel sujet. Il y a des gens aujourd'hui qui me contactent parce que ils veulent s'installer en Suisse. Et comme moi, j'ai été un jour dans la même position, donc ils peuvent aussi me contacter et je serai ravi de consacrer mon temps pour eux. Et puis pour les discussions, pour Agile Suisse, voilà, toujours LinkedIn. On peut toujours m'écrire et je réponds assez rapidement. Voilà, LinkedIn. Eh bien, super. De toute façon, je mettrai toutes ces coordonnées-là dans la description et dans tous les endroits où ça pourrait être utile. Donc merci de nouveau, encore une fois, et puis à très bientôt. À très bientôt, merci Olivier. Salut. Salut.